jusqu'à quand est-ce que je peux faire de l'hyperspécificité? Donc là, est-ce que le U12, il a besoin de faire que du foot ou est-ce qu'il a besoin d'aller explorer d'autres motricités pour pouvoir s'améliorer finalement dans le foot? C'est facile de prendre une donnée. Ok, donne-moi ton état de fatigue de 0 à 10, ok, je te dis 5, ok, c'est pas de souci. Ça, aujourd'hui, j'ai compris. Maintenant, le problème, c'est que 5 plus 6 plus 3 plus 7 à la fin de la semaine, ça donne quoi exactement sur cette charge cumulée de travail? Et ça, j'en sais rien. Mais par contre, c'est clair que s'il garde cette mentalité de j'ai pas besoin de m'échauffer, bah, c'est mort pour la suite. Parce que là, ça va être problématique plus tard. Donc, le mettre dans des bonnes conditions et puis dans une pensée un petit peu plus professionnelle, mais sans y mettre un stress. Je dis pas qu'il a pas de masse musculaire, il en a. Mais son système d'optimisation de course, il est sur le rebond. Et c'est pour ça que très vite, il essaye de se redresser. Il arrive à atteindre des 50, 60 mètres où il atteint gentiment sa vitesse max. Et au moment où il est dans sa vitesse max, il rentre dans son système de restitution d'énergie sur le rebond. Les gens ont leur motricité en eux. Et quand tu les interroges, ils te donnent les réponses. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok, Jonathan, on est live sur le podcast. Comment tu vas? Et ça va bien et toi, Sean? Ça va bien, je te remercie. T'es à Aigle, c'est ça? Ou t'es dans les environs? Alors non, moi je travaille à Aigle, mais j'habite à Sierre. À Sierre, ça te fait combien de temps de route? Ouais, 50 minutes à 1 heure en fonction de… Parce que je travaille entre Aigle et puis le plus loin, c'est parfois Lutry. Ouais. Ça commence à faire un peu de route, ouais. Ça fait un petit peu de route. T'as toujours habité à Sierre? Non, alors moi j'ai habité, je viens de Belgique à la base, puis ça fait 7 ans que je suis en Suisse. Je suis arrivé en Valais, puis je suis resté dans ce coin-là. J'ai voyagé entre Sierre, même un petit peu plus loin à la Soust, dans le Haut-Valais. Ouais. Et puis, mais je suis resté généralement dans ce coin-là. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le sport, dans la préparation physique en Belgique dans un premier temps? Moi, je suis issu de l'enseignement à la base de sport, donc éducation physique. J'ai toujours fait du sport de toute façon toute ma vie. Et puis, j'ai toujours voulu en fait transmettre ce que je savais. Et ça, c'est tout le temps, même quand je pratique et puis que je pratique à côté de quelqu'un, il faut que je lui donne des conseils. C'est plus fort que moi. Et donc, je me suis dit, c'est forcément, ça va aller de suite avec le métier, en tout cas, d'abord de prof d'éducation physique. Après, c'est passé par coach sportif. Et puis après, c'est passé par personnel trainer. Et puis, ça a fini dans le sport un peu spécialisé avec de la compétition en tant que préparateur physique. Ouais. Ok, t'as évolué dans quel sport en tant que préparateur physique? Alors, j'ai fait ici en Suisse, ça a été le foot pendant une année. J'ai fait à la fédération. Et puis, en tant que privé, j'ai eu, dans le Valais, j'ai eu pas mal de trailers, j'ai eu pas mal de VTTistes, j'ai eu des skieurs aussi. Moi, j'en ai pas eu énormément, moi, j'en ai eu quand même. J'ai eu du basket aussi, du côté de Sion. Mais ça a été souvent, c'était pas très long. Ce que j'ai fait le plus long, c'était au foot, où là, j'étais très fixe pendant une année. Après, ça m'a pas plu parce que il y a une mentalité dedans qui me plaisait pas spécialement et puis j'étais très cadenassé en fait au-dessus de moi. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Je dépendais pas
enfin, je dépendais justement de beaucoup de monde au-dessus de moi. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, en fait, voilà, pour avoir comparé dans des clubs, dans des fédérations ou seul, bah ouais, t'es plus libre tout seul. Donc, au final, je me suis réorienté là-dedans. Et puis maintenant, j'ai commencé en janvier dans le tennis. Ok. Et Depuis janvier, ouais. pour revenir sur le foot, si tu avais pu faire ce que tu voulais, le programme aurait ressemblé à quoi par rapport à ce que toi, tu as pu mettre en place ou dû mettre en place? Alors, c'était pas tant dans le programme en lui-même que ça posait des soucis, parce que là, j'étais encore assez libre. C'était plutôt je suis arrivé avec une espèce de gestion de la charge d'entraînement, truc qui était extrêmement complexe. De manière générale, dans la prépa physique, c'est toujours gros débat. Et c'était des U13, donc ça s'appelle Foot Eco ici en Suisse. Tu as dû sûrement entendre parler. Et donc, je suis arrivé, moi, avec mes tableaux pour essayer de gérer la charge d'entraînement. J'ai essayé de faire ça de manière ludique pour les enfants, avec des smileys et puis la sensation et tout. Et dès qu'on me voyait faire, on me disait non, mais arrête, ça sert à rien. C'est de l'énergie dépensée pour rien. Et puis, quand je disais, ben, c'est pas de l'énergie dépensée pour rien, on peut amener quelque chose d'intéressant avec ça. Mais bien sûr, je peux pas bosser tout seul. Il faut peut-être que derrière, on organise certaines choses. Peut-être des conférences avec les parents, ça j'ai pu le faire, donc ça c'était intéressant, les parents étaient super ravis. Et puis dès que tu t'amènes un petit peu des choses un peu plus spécifiques sur la préparation physique et tu dis bon, ce serait peut-être bien de faire, là on est en pré-saison, ce serait peut-être bien d'imaginer peut-être de l'endurance fondamentale, et puis on fait autre chose que du foot aussi, c'est des U13, donc on peut toucher à d'autres activités. Et ben là ça rencontre les plus âgés qui tiennent la fédé, et puis là non, ça sert pas à grand chose. On va faire comme on a toujours fait, et puis il faut pas trop changer les choses. Alors en soi, ça me dérange pas, mais c'est incompatible avec ce que je voulais faire. Et donc du coup, je me sentais un peu cadenassé, et puis je me suis dit bon, c'est pas grave. C'était une bonne expérience en soi parce que j'ai passé un bon moment et j'ai appris d'autres choses, mais voilà, c'était suffisant pour moi une année là-bas. Et donc, si tu pouvais revenir en arrière et reprendre le groupe et tout faire à ta sauce, parle-nous un petit peu de cette pré-saison avec les jeunes. Comment est-ce que tu organises la semaine, les différentes activités, les progressions, etc. Ben eux, ils avaient fait 3 ans, enfin ils avaient 3 entraînements par semaine. Et bon, sans compter les blessés, donc il fallait encore jouer avec les blessés d'un côté. Et puis moi, on n'était que deux au final sur les U13. Donc il y avait le coach et puis moi en tant que prépa physique, mais qui devait en même temps assister d'un côté le coach pour certains exos et puis en même temps s'occuper des blessés de l'autre côté. Et puis quand je voulais faire de la prépa physique, bah, il fallait que j'amène le coach avec moi. Donc ça, c'était compliqué. Mais si je devais refaire complètement à ma sauce, entre guillemets, bah, j'aurais vraiment pris le début de la saison où j'aurais joué énormément en fait avec les enfants. Toujours avec ce système d'avoir de l'endurance fondamentale derrière pour qu'ils bougent. Mais j'aurais pas fait passer la prépa physique parce que je rappelle, c'est des U13, donc ils ont 11, 12 ans. Il y avait certaines choses que je pouvais mettre en place comme les échauffements. J'amenais petit à petit les échauffements et puis l'intérêt de l'échauffement sans rentrer dans quelque chose de très spécifique. Mais je voulais qu'ils sortent avec une notion de la compréhension de l'échauffement, mais par du jeu toujours. Les étirements, c'était pareil. J'essayais d'amener des choses par le jeu au minimum, mais en même temps, il faut quand même qu'un étirement, ça se fasse plutôt bien. Donc, ça, à ce niveau-là, je ne changerais pas grand-chose parce que ça, c'était pas mal. Mais j'amènerais beaucoup plus de jeux. Je sortirais un petit peu du cadre du foot, même si, bien sûr, ça reste la fédé, qu'il faut jouer au foot. Et puis, quand on est spécifique, c'est dans le foot, il faut faire du foot. Mais j'amènerais quelque chose de beaucoup plus ludique. Et puis, je commencerais par de l'endurance et par les bases, en fait, du mouvement. Je ne parlerai même pas de prépa physique, mais vraiment du mouvement et du déplacement dans l'espace par du jeu. Et au fur et à mesure que la saison avance, bien sûr, les premiers matchs, on amène gentiment peut-être un peu d'explosivité, puis énormément de coordination parce que ce sont des jeunes. Donc, je tournerai en fait beaucoup plus autour des jeux de coordination que de réelle prépa physique au foot. Parce que pour moi, ce qu'ils faisaient à 3 fois ou 4 fois par semaine, 1h30 en entraînement de foot, c'était largement spécifique et c'était suffisant. Et donc, moi, l'idée, c'était pas de ramener la même chose. Je voulais ramener beaucoup plus de coordination. Et puis là, c'était organisation en termes de temps, en termes d'espace, en termes de matériel. Enfin, c'est un peu toujours la même chose. Mais voilà, je ramènerais beaucoup plus vers la coordination. D'abord de l'endurance du jeu et puis après beaucoup plus de coordination. Est-ce que au sens général. Ta perspective était qu'il manquait peut-être justement cet aspect général dans le développement des jeunes, surtout à cet âge-là, et du fait qu'ils faisaient déjà beaucoup de foot.
et qu'ils n'avaient pas nécessairement d'autres choses à côté. Est-ce que c'est ce trou-là que tu as essayé de entre guillemets, combler avec le travail un peu plus général en pré-saison? Est-ce que c'était un petit peu l'idée? Ouais, mais moi, ce qui m'a toujours un peu dérangé, après, c'est une question qui fait encore beaucoup débat, mais c'est l'hyperspécificité Ouais. euh, très tôt, en fait. Et puis, c'est jusqu'à quand est-ce que je peux faire de l'hyperspécificité? Donc là, est-ce que le U12, il a besoin de faire que du foot ou est-ce qu'il a besoin d'aller explorer d'autres motricités pour pouvoir s'améliorer finalement dans le foot? Donc, à partir du moment pour moi où un U12, il fait déjà 4 fois 1 heure et demie d'entraînement, allez, 3 fois plus son match, il subit quand même pas mal de pression parce que tu as les parents derrière qui sont persuadés que c'est des Ronaldo, ce ne sont que des Messi. Et puis, enfin, sur le bord du terrain, s'il y a 20 parents, il y a 20 coachs, donc c'est toujours la guerre. Et ils sont persuadés que le leur est meilleur, donc ça met énormément de pression. Et l'enfant, parce que enfin, moi, j'appelle même pas ça un athlète en U12, en U13, mais même si ça reste des bons sportifs, ça reste des enfants qui ont besoin de ludique, qui ont besoin de bouger. Alors, c'est toujours le problème entre le monde d'une fédération qui est très spécifique, axée sur le foot, en l'occurrence ici, et le développement de l'enfant. Et puis, quand tu regardes le développement de l'enfant avec les pics de croissance, et puis les parents ne comprennent pas pourquoi à 13 ans, le gamin, il a plus de coordination et il est nul, et il arrive pas. Non, c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il ne peut rien pour l'instant. Il a pris 25 cm en 2 mois, et puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas faire mieux. Et c'est tout ce côté ultra pression des parents, pression des entraîneurs évidemment. On commence à leur dire bah, si tu rates les matchs, bah, tu ne pourras pas monter en U14, donc ça, c'est pas bon. Et en soi, c'est une partie, c'est assez vrai parce que voilà, si tu n'es pas le meilleur sur le terrain, on ne te prendra pas. Donc il y a ce côté compétitif qu'il faut accepter. Et puis d'un côté, il y a l'autre côté ludique. Et quand je suis arrivé avec mes tables de pic de croissance et puis que je faisais les mesures et puis que je disais attention, celui-là, vous le mettez de côté peut-être un peu trop vite parce que aujourd'hui, il est en plein pic de croissance, il est décoordonné complètement, mais ça se comprend au niveau biologique. Il faudrait peut-être attendre. Ben, eux, ils n'ont pas la place pour ça. Il n'est pas bon au moment où on fait les Ouais, tests. il y a des barèmes, il y Ciao. a des barèmes, il y a des âges, il y a des classes Oui. et il y a des échéances. C'est marrant, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec Ben the Bounce, qui est dans l'équipe anglaise de bobsleigh et qui évolue dans ce monde du sprint, du travail de puissance, d'explosivité depuis très très longtemps maintenant. Et il disait un de ses camarades, un de ses collègues avec qui il sprintait quand il étant plus jeune, qui n'était pas assez bon pour faire l'équipe pour atteindre le niveau national, qui a été mis de côté. 10 ans plus tard, ce gars-là, il court en dessous des 10 secondes et je crois que c'est le seul anglais en dessous des 10 C'est secondes. Et on en revient à ces cadres que les différentes fédérations mettent, des fois par nécessité, mais des fois un petit peu arbitrairement aussi, ou en tout cas sans considérer, comme tu l'as dit, le temps de croissance, le temps de développement, le fait que à un certain âge, à un santé dans le temps, juste parce que l'enfant, juste parce que l'athlète, il n'est pas complètement prêt par rapport à ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a assez de potentiel pour se dire, voilà, on lui donne un petit peu plus de temps, on lui donne quelques années ou quelques mois? C'est difficile. Bah ouais, tu vois, c'est cette fameuse image avec le singe, le poisson, l'éléphant et puis l'arbre derrière. Tu vois, Ouais. est-ce qu'on peut comparer les enfants au même niveau à ce moment-là? Bah non, c'est trop tôt en fait. Tu me les compares à 15-16 ans. Je dis pas, il commence à y avoir déjà une certaine stagnation dans la taille, ils ont atteint une certaine maturation. Là, tu peux commencer à comparer. Mais avant, c'est tellement. Enfin, tu prends un enfant qui est né en décembre et en janvier, ils sont dans la même section, Mm. mais ils ont 1 an de différence. Et puis 1 an de différence, motoirement parlant, c'est juste énorme en fait ce qui se passe. Ouais. Et bah ouais, ça, là, j'étais un peu tout seul à ce moment-là pour. Donc voilà, c'est compliqué, mais en même temps, je peux comprendre aussi. Donc je dis pas il faut tout remettre en question parce qu'il y a toujours du bon dans tout. Mais disons qu'avec maintenant les années d'expérience que tout le monde commence à avoir au niveau de la science, au niveau de la recherche, on commence à comprendre certaines choses. Bah, il serait peut-être temps de maintenant de les appliquer au regard de ce qu'on connaît déjà pour pouvoir être un peu plus fin en fait dans nos décisions. Et après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais... Sur toutes ces idées de pic de croissance, de gestion de la charge d'entraînement, de général contre spécifique, est-ce qu'il y a des formations particulières qui t'ont influencé de ce côté-là et qui t'ont permis d'avoir ce bagage en arrivant dans cette fédération? Est-ce qu'il y avait peut-être des expériences précédentes que toi tu as eues qui t'ont formé au niveau de ces idées-là?
Moi, le pic de croissance, c'est pour avoir beaucoup discuté avec un de mes meilleurs potes, Jonas Wallens, qui lui est prépa physique en Belgique et puis qui s'occupe vraiment énormément de cet aspect-là. Et donc, c'est beaucoup en discutant avec lui que j'ai fait mes barèmes, mes classements, et puis après, je fais mes mesures, et puis en soi, je détermine un petit peu le pic de croissance. Mais par contre, la gestion de la charge d'entraînement, j'en ai encore discuté avant-hier avec quelqu'un qui est aussi dans le tennis. Il y a des jours, je dis ok, je pense que je tiens le bon bout, et puis de l'autre côté, je dis non, il faut arrêter, c'est bon, j'ai pas la réponse. Je peux mettre tout en place, et puis il se blesse. Je dis mais putain, c'est pas possible. Il était dans le vert, ou voire dans le jaune, on développe ses capacités, il se blesse, c'est pas normal. Et puis je me dis ah mais j'ai peut-être pas pris les bonnes infos, donc je recommence, et puis il est dans le rouge et il se blesse pas, et donc il y a un moment tu te dis bon, qui a la réponse? Personne. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Mais dans la gestion de la charge d'entraînement, c'est tellement multifactoriel que c'est trop compliqué. Par contre, il y a quand même un que je suis quand même pas mal, c'est Stéphane Morin pour ça, avec son application, c'est Training Load Pro. Mmh. C'est intéressant parce qu'il met quand même beaucoup de facteurs en jeu. Après, le problème, c'est facile de prendre une donnée. Ok, donne-moi ton état de fatigue de 0 à 10. Ok, je te dis 5. Ok, c'est pas de souci. Ça, aujourd'hui, j'ai compris. Maintenant, le problème, c'est que 5 plus 6 plus 3 plus 7 à la fin de la semaine, ça donne quoi exactement sur cette charge cumulée de travail? Et ça, j'en sais rien. J'en sais rien et c'est horrible. Mais c'est horrible parce qu'au final, tu essaies de prendre un max d'infos, tu prends les fréquences cardiaques au repos, le matin, 3 fois par semaine, tu demandes l'intensité générale perçue sur l'entraînement et puis les hautes intensités perçues. Est-ce qu'il y a de l'hydratation, enfin au niveau de la soif et de la faim, est-ce qu'il y a eu des problèmes là-dessus? Tu essaies de récolter un max de données, c'est très joli. And so what? Qu'est-ce que je fais maintenant avec toutes ces données? J'essaie de les analyser, mais c'est pas aussi facile que ça. Et donc, je commence. Alors, pour l'instant, tant que j'ai pas de réponse, ce qui m'intéresse le plus, c'est la sensation de l'athlète. En fait, je parle que à la sensation. Et après un exercice, je lui dis, OK, moi, dans ma tête, je voulais que tu fasses du 100%. D'après toi, est-ce que tu as fait du 100%? Puis s'il me dit, en fait, non, je dis, OK. Je note dans ma tête ou sur une feuille, je dis, OK, là, il était plutôt à 90. Et bizarrement, c'est plus abstrait et c'est plus précis au final sur le ressenti général d'une semaine. Est-ce qu'après, pour autant, il ne se blesse pas? Ben non. Ils finissent quand même par se blesser parfois. C'est jamais des grandes blessures, mais voilà. Donc, mais Stéphane Morin, ouais, Training Load Pro, c'est quand même pas mal. En tout cas, ça a tendance à vraiment se préciser de mois en mois. Il bosse quand même beaucoup dessus. Et c'est ce qui se rapproche pour moi, un peu, pour l'instant en tout cas, le plus de la vérité. Et puis, c'est ce qui te permet aussi de simplifier aussi la chose. Parce que c'est des data analystes et puis ils analysent tout, c'est très joli. Mais toi, quand tu es sur le terrain, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Tu as juste besoin d'un truc qui te dit, OK, rentre-moi 3 données et puis sors-moi où est mon athlète. Est-ce qu'il a besoin de plus, il a besoin de moins ou il en est où? Et ça, c'est compliqué aujourd'hui parce que des bonnes applis de charge de travail, je pense qu'il y en a de plus en plus. Hein. Mais quelque chose qui est simple et utile et vraiment efficace sur le terrain et utilisable en moins de 5 secondes par athlète, parce que quand tu as une équipe de rugby puis que tu dois faire la charge de travail, c'est encore autre chose. Ouais, ça, je pense que ça demande encore un peu de temps, mais on est sur la bonne voie. On commence à se préciser par rapport à tout ça. Mais voilà, moi je suis arrivé avec ces 2 données-là à la Fédé en tout cas. À ton avis, à partir de quand est-ce que c'est important de quantifier la charge et d'essayer de la gérer au mieux? Est-ce qu'il y a un seuil minimum? Est-ce que tout le monde devrait le faire tout le temps? Je te dirais que c'est utopique de dire que tout le monde doit le faire tout le temps parce que c'est toujours la différence, c'est que quand on teste ce genre d'application, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher, par exemple dans le foot, on va chercher un club de Ligue 1 et puis on va tester ça. Ouais, les clubs de Ligue 1, c'est quoi? C'est des prépas physiques, je sais pas combien ils sont, c'est des coachs, des kinés, des nutritionnistes, je sais pas combien ils sont dans le staff. Puis tu rajoutes à ça les joueurs qui ne font que ça dans leur vie. À part dans les plus petits clubs, mais dans les plus gros clubs, ils ne font que ça. Maintenant, tu dis, OK, cette application, elle est très bien. Mais quand tu as 5 gaillards qui gèrent ton équipe et qui ne font que ça maintenant, tu transfères ça dans des divisions plus petites où toi, tu veux gérer la charge de travail de gens de 15-16 ans, mais qui sont à l'école, ils ont l'aspect psychologique qui n'arrête pas de changer tous les jours.
De temps en temps, ils sortent le week-end avec des potes, puis ils vont faire un foot entre eux, puis ils se pètent la cheville, puis tu dis, qu'est-ce que je peux faire là-dessus, en fait? Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que à partir de quand il faut faire la gestion de la charge, ben, je te dirais tout le temps. Mais à partir de quand ça devient quelque chose d'extrêmement utile et sur lequel tu peux vraiment te reposer, bah, tant que tu n'es pas dans une structure plutôt haute, ça devient compliqué parce que tu ne gères pas la vie de ton sportif ou de celui que tu encadres en dehors de ça. Alors, tu peux essayer de discuter aussi bien que tu veux. Et puis, et s'il fait une connerie, il fait une connerie. Et puis, alors, je ne te parle pas de blessure intrinsèque parce que s'il fait un changement de direction, puis ok, là c'est un peu de ta faute si jamais il se blesse, entre autres. Maintenant, s'il fait le camp avec ses potes qui tombent et qui se pètent le genou, bah, ça, tu peux avoir la meilleure charge du travail, la meilleure gestion de la charge. Tu peux rien là-dessus. Donc, c'est très compliqué. Je ne peux pas te répondre à dire, je te dirais oui, il faut le faire le plus tôt possible. Et ce que j'ai essayé de faire avec les enfants, notamment, c'était juste d'être conscient, en fait, du ressenti. Ils avaient une simple échelle, l'échelle de Borg, là, tu vois, mais j'avais mis des smileys, en fait, tu vois, et j'en avais mis 5. Et puis, l'idée, c'était de me dire, OK, aujourd'hui, à 12 ans, comment tu as ressenti l'entraînement? Est-ce que tu te situes plutôt sur le smiley qui tire la tronche parce que tu es cuit et tu es mort? Ou au contraire, tu as le smiley qui dort parce que tu t'es fait chier et que c'était trop facile? C'est clair que c'était pas très objectif ce que je pouvais utiliser. Je vais pas pouvoir, mais par contre, ça les met en condition que s'ils commencent à monter dans les catégories, ben, ils ont l'habitude de commencer à faire attention à ce qu'ils ressentent et puis à le communiquer aussi. Et ça aussi, c'est une autre paire de manches. C'est la communication de l'un, c'est pas la communication de l'autre. Donc, ouais, c'est un sujet très compliqué. Mais c'est intéressant comme perspective, comme tu l'as dit. Peut-être même si euh, à ce moment-là dans le temps, ils n'ont pas. Alors certainement, ils vont commencer à en avoir besoin, mais si ce n'est pas absolument fondamental qu'ils le fassent à ce moment-là, comme tu as dit, s'ils se développent, qu'ils continuent à monter, c'est des choses qui seront requis de faire. Et si tu peux leur apporter ça un petit peu plus tôt, ils auront des facilités plus tard en tant que joueur semi-pro ou professionnel s'ils arrivent à ces niveaux-là. C'est ça, c'est la même chose que pour moi, les échauffements et les étirements, ils ont le même aspect à cet âge-là. C'est que franchement, tu ne fais pas échauffer un enfant de 12 ans, je doute qu'il se blesse à la cour de récréation, il tape des sprints, il ne se fait jamais un ischio, jamais. Mais par contre, c'est clair que s'il garde cette mentalité de j'ai pas besoin de m'échauffer, bah, c'est mort pour la suite, parce que là, ça va être problématique plus tard. Donc le mettre dans des bonnes conditions et puis dans une pensée un petit peu plus professionnelle, mais sans y mettre un stress, puis c'est obligatoire, puis si tu le fais pas, tu vas t'exploser les ischios, tu seras blessé, puis pendant 6 mois, tu ne peux plus jouer. Et non, c'est pas une c'est pas une solution. Et les étirements, c'est pareil. C'est OK, on met petit à petit, on commence à prendre une routine, on commence à prendre une habitude. Et puis après, si tu continues plus haut niveau, bah, à ce moment-là, ça deviendra intéressant. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous parler des formations que tu as suivies au cours de ton cursus qui ont eu le plus d'influence sur toi et sur la façon dont tu fais les choses? Ah, bah là, c'est la dernière et je suis en pleine dedans maintenant, c'est les les préférences motrices. Donc moi, je suis issu du milieu académique, donc j'ai fait la haute école en Belgique. C'est l'équivalent de l'université, mais sur 3 ans. Et jusque-là, on te disait, ben, individualise tes entraînements. C'est ce qu'il faut faire. Un coach, ça individualise. Ok, jusque-là, je suis d'accord. Ok, mais qu'est-ce que c'est individualiser? Ben, tu essayes de répondre au mieux à l'objectif. Ouais, mais ça, c'est pas l'individualisation, c'est ton métier. C'est ce que tu dois faire. Donc, comment arriver à encore plus individualiser? J'avais suivi des GMC, des FMS. Donc, c'est toutes ces formations qui te permettent de rééquilibrer les déséquilibres. Ok, sur le plan orthopédique, tout est aligné, c'est très bien, c'est très joli, mais ça n'avait pas encore révolutionné le système, en tout cas pour ma part. Et puis, j'ai un pote qui commence à me parler des préférences motrices. Je dis, ok, c'est intéressant, mais ça, je te parle d'il y a 5 ans en arrière. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me paraît un peu space et tout. Mais je rentre pas dedans. Tu vois, je rentre pas à fond. Est-ce que je suis pas encore assez mature à ce moment-là? Est-ce que j'ai pas de recul? Lui-même avait pas suivi toutes les formations, donc c'était pas très précis ce qu'il me disait. Donc il me manquait de l'info. Et puis je tombe sur Volodalone en Suisse et je fais la première formation. Et là, je prends une claque, mais monumentale, monumentale. Ça me parle en fait. Ça me parle parce que j'ai fait beaucoup de sports différents. Je suis issu du monde de la natation et de la gymnastique à la base. Et puis avec les études, j'ai fait beaucoup d'autres sports. Et il y a toujours des trucs que tu n'arrives pas à faire. Et tu te dis, mais bordel, c'est pas possible. Je suis bon en sport et puis il y a un truc
tu n'y arrives pas. Ou au contraire, tu te dis, bah, c'est pas possible parce que moi, tu me donnes n'importe quoi, je suis pas le meilleur, mais je suis bon. Et pourquoi il y en a d'autres qui galèrent tellement alors qu'ils ont fait les mêmes études que toi, ils ont fait quasi le même parcours que toi. Donc tu dirais que dans la motricité, tu dois retrouver un petit peu la même chose, avec des degrés différents, mais globalement la même chose. Eh ben non, pas de chance, ils n'y arrivent pas du tout. Et là, j'arrive face à un gars qui me dit, en fait, il y a moyen de comprendre comment le système s'équilibre et interagit avec l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle les préférences motrices. On est tous nés avec des systèmes différents. Et eux en ont catégorisé quatre grands systèmes. Et ça permet d'individualiser. Et donc, première formation, comme toute révolution, tu es là, OK, est-ce que ce que j'ai appris jusqu'à maintenant me sert encore à quelque chose ou pas? Et tu dis, non, c'est pas possible. Tu sais, tu as ton ego qui vient, tu dis, j'ai quand même dépensé de l'énergie et de l'argent pour de la connaissance avant, c'est pas maintenant qu'il va me tout défoncer. Et puis, j'ai fait la deuxième formation, j'ai fait le troisième niveau, puis j'ai fait les réflexes archaïques qu'ils proposent aussi. Et au plus je rentrais dedans, au plus ma vision devenait systémique. Donc, je commençais à comprendre le vivant dans son ensemble, mais sans renier pour autant ce que je connaissais au début. Tu vois, donc la force, c'est de la force, la vitesse, c'est de la vitesse, l'explosivité, ok, on a compris. Mais est-ce que finalement, on peut individualiser l'entraînement de la force, par exemple, ou de l'explosivité, de la même manière à tout le monde? On a compris les principes, mais est-ce que tous répondent de la même manière? Alors, on sait que tout le monde ne répond pas de la même manière. Et ben maintenant, c'est essayer d'amener encore un outil en plus pour essayer de comprendre pourquoi on ne répond pas tous. Et ça m'a vraiment changé la manière de voir les choses. Vraiment. Tu as parlé de 4 systèmes qu'ils utilisent pour catégoriser ou pour orienter ce processus. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus pour les gens qui connaissent peut-être pas les préférences motrices? Ouais, alors, c'est comment synthétiser ça? Donc, quand on est, l'idée, c'est d'être en équilibre par rapport au monde. C'est la première chose. Quelles que soient les positions dans lesquelles on est, on cherche avant tout à être équilibré. Et l'équilibre, bah, c'est le deal entre un système nerveux qui subit face à la gravité. Et pour lutter contre la gravité, bah, je fais appel à des chaînes musculaires pour activer mon système et pour pouvoir tenir en équilibre et répondre au déséquilibre. Eh bien, il s'avère que dans le monde, on va dire qu'il y a alors d'abord deux grandes catégories. Il y aurait des gens qui préfèrent utiliser des chaînes de flexion, et c'est les chaînes antéromédianes, et c'est nous ce qu'on va appeler des terriens. Donc c'est des gens qui aiment en fait fléchir dans le sol, qui ont besoin d'avoir des masses musculaires relativement robustes parce qu'ils les utilisent réellement. Leur corps fonctionne un petit peu comme une poulie, donc il faut amener de la mobilité à ces gens-là. Et c'est des gens qui utilisent leurs muscles, donc des temps sous tension qui sont relativement longs pour pousser. Et donc, est-ce qu'il y aurait des sports aériens ou terriens? Non. On dit juste que là, pour l'instant, au moment où on en est là, c'est un système que le corps préfère recruter. Ça, c'est la catégorie terrien. Donc, on va prendre un curseur, puis on va le mettre tout à fait à gauche. Puis tout à fait à l'opposé, on a les aériens, qui eux sont des gens qui sont très en extension, qui sont beaucoup moins musculaires et beaucoup plus tendineux, et donc qui vont avoir un système de masse-ressort plutôt qu'un système de poulie. Et on le voit aussi sur des morphotypes. Donc, quelqu'un qui est… Alors, nous, on prend deux grands exemples pour faire un système un peu flash. C'est on prend les guerriers Maasai, qui sont très allongés, qui sont très rebondis. Et d'ailleurs, leur danse guerrière, c'est que du rebond. Et puis, c'est à celui qui va le plus haut. Et alors, on dit, OK, ça, c'est sans doute un besoin qu'ils ont. Et effectivement, quand tu es dans la savane et que tu dois courir des kilomètres et que tu dois courir potentiellement plutôt rapidement et aussi avoir un système de thermorégulation pour pouvoir échanger la chaleur rapidement dans des milieux plutôt secs et très chauds, mais tu as plutôt intérêt à être une longue tige. Et puis à l'inverse, si tu vas du côté des Esquimaux, bah là, tu ne retrouves pas les guerriers Maasai, tu retrouves des petites boules. Donc, c'est des gens qui vont garder l'énergie à l'intérieur, qui vont plutôt se fixer dans le sol et puis qui vont plutôt utiliser un système de poussée parce qu'on est plutôt sur de la longue distance, mais il n'y aura pas d'intensité, grossièrement. Donc, ça, ce sont les deux extrêmes. Alors, on n'est pas là, on n'est pas là. On est quelque part sur le curseur. Et puis, on va retrouver aussi donc, ces deux autres catégories au sein de ces catégories. On a, nous, ce qu'on appelle les aériens très marqués. Et donc, c'est ceux qui sont le plus en rebond possible. On en a deux, trois, par exemple, au laboratoire à Aigle. Tu leur demandes de faire un squat. S'ils font un squat au sens fitness du terme, ils se pètent la gueule en arrière tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas de structure pour fléchir.
Et tu pourrais te dire, non, mais c'est une incompréhension dans le mouvement et tout. Ok, c'est pas grave. On va faire doucement. Impossible. Il tombe. Par contre, il trouve des subtilités. En rotation externe des hanches, ça limite, enfin, ça permet de passer au-delà de cette dorsiflexion qui manque. Et puis, il arrive gentiment à fléchir, mais jamais autant qu'un terrien. Et donc, tu as ces aériens qui sont très marqués. Et puis, tu as ce qu'on appelle au milieu des gens qui sont un peu plus adaptables. Donc, c'est des gens qui ont une structure plutôt en extension, mais qui ont aussi des ressources de flexion dues notamment à des chaînes d'expiration ou d'inspiration. Et tu as la même chose du côté terrien. Donc, tu retrouves un côté terrien très marqué et puis un deuxième côté terrien un peu moins marqué avec de l'extension. Puis, tu passes de l'autre côté du curseur et tu retrouves l'aérien adaptable qui préfère le rebond mais qui est capable de fléchir. Et puis, tu as l'aérien très en extension qui a énormément de mal à fléchir. Et ça va donner des motricités. Avec ça, tu dois rajouter la dissociation, l'association. Il y a des gens qui ne sont pas capables de dissocier ligne d'épaule et ligne de bassin. Ils ne sont pas capables. Puis il y en a d'autres, c'est très facile. Puis tu dis, mais c'est pas normal. Pourquoi? Ben oui, si tu as une chaîne d'inspiration et puis de la flexion, donc tu as une chaîne d'inspiration qui est derrière et de la chaîne antéromédiane qui est devant, tu as cette double chaîne qui permet de pivoter. Puis si tout se retrouve devant, de la chaîne d'expire plus de la chaîne de flexion, tout va dans le même sens et donc tu as cette rigidité qui s'installe et tu peux plus tourner. Et donc voilà, avec les yeux moteurs, avec les épaules motrices, c'est tout un ensemble de systèmes qui nous fait comprendre comment la personne préfère bouger dans l'espace. Et à partir de là, tu peux trouver des consignes pour amener les exercices, soit dans son sens et amener d'abord un squat par exemple du côté terrien, mais je peux aussi donner des consignes un peu plus aériennes pour rendre la personne plus aérienne. Et la dernière phase, c'est de comprendre pourquoi est-ce que je dois l'amener plus aérien et pourquoi est-ce que je dois l'amener plus terrien. Ça dépend de son sport. Et puis son sport, c'est la base. C'est si tu as un système de rebond et que tu es tout terrien à gauche, ça va être compliqué parce que, alors on va y arriver, mais il va falloir mettre 2 ans, 2 ans et demi pour amener tout ton système à comprendre qu'il doit passer de la flexion vers de l'extension. Donc, c'est juste une compréhension systémique du corps et c'est relié aussi au MBTI, par exemple, les tests psychologiques qui sont faits en entreprise et puis on trouve des liens aussi assez étroits entre les deux. Donc, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Sur la partie terrien-aérien, ça me rappelle une conversation que Stu McMillan de Altis avait eue sur un podcast où il parlait justement des différents, on va dire, stéréotypes des sprinters avec lesquels il travaillait. Tu en avais qui étaient plus sur comme tu as dit, sur l'aspect musculaire, plus de force, génération de force, et d'autres qui étaient vraiment plus au niveau élastique, rebond, qui sont des profils qui ne tolèrent pas la charge de la même manière, qui ne tolèrent pas l'intensité de la même manière et qui requièrent une approche légèrement différente parce que, en gros, si tu mets trop de grosse intensité sur quelqu'un d'élastique et dans ce contexte-là d'aérien, c'est quelque chose. Ils vont en tout cas avoir besoin de beaucoup de temps de repos pour s'en remettre. Ils ne vont pas pouvoir tolérer l'intensité de la même manière que quelqu'un qui le fait plus au niveau musculaire. Est-ce que ça se retrouve un petit peu dans ces idées-là? Oui, l'idée, c'est un besoin en fait. On essaye de comprendre ce que le corps a besoin. Et tu vois, j'aime bien utiliser cet exemple parce qu'il est assez marqué, il est assez marquant, avec cette fameuse dorsiflexion de cheville. Il faut de la mobilité dans la cheville. Je suis assez d'accord, parce que si tu veux fléchir, tu es obligé d'avoir de la dorsiflexion de cheville. Maintenant, si tu te retrouves face à une personne qui n'a pas de dorsiflexion de cheville, la question c'est, il doit en avoir besoin ou tu pourrais prendre le problème à l'envers et se dire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de dorsiflexion de cheville et est-ce que finalement, ce n'est pas un besoin? Et puis, quand tu creuses un peu, tu te dis, mais s'il n'a pas de dorsiflexion de cheville, il est plus raide potentiellement. Et puis, s'il est plus raide, est-ce qu'il n'a pas besoin de cette raideur? Et c'est là qu'on voit que nous, pour pas dire 100% de nos aériens à droite, donc ceux qui sont tout à droite du curseur, mais ils sont ultra raides des chevilles. Mais comment tu peux avoir un système dynamique et de rebond si tu as une cheville qui accepte une plus grande souplesse et donc une moins bonne raideur? Alors, on ne dit pas que c'est faux, on dit attention, il y a peut-être un besoin derrière. Et par exemple, moi j'ai une motricité qui est terrienne. C'est clair que je me suis toujours rendu sur des sports de force. Je me sens mieux là-dessus que des sports qui sont extrêmement rebonds. J'ai pas un mauvais rebond parce que je suis un aérien à droite, donc c'est plutôt adaptable. Donc ça, en contre-mouvement de jump, je suis à 44 cm.
ce qui n'est pas nul, ce qui n'est pas exceptionnel non plus, mais ce qui n'est pas mauvais. Mais tu me fous sur un système où il faut faire que rebondir, je me défonce directement les jambes et tu peux pas dire que j'ai pas les structures pour. Au niveau musculaire, je les ai. C'est juste que mon système, il capte pas en fait ce que c'est un rebond. Donc, il faudrait que je mette beaucoup plus de temps pour arriver à ce même système. Donc, c'est aussi une dépense énergétique et en termes de temps qui est énorme. Et donc, la question, c'est de se dire, OK, quel serait mon besoin? Et puis, peut-être, il y a moyen de contourner le système pour arriver à la même finalité, mais en restant dans un besoin. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Alors, c'est sujet à discussion. Hein. Nous, on est toujours ouverts à ce genre de discussion. Mais tu vois, c'est le principe du Usain Bolt. Tu vois, quand tu regardes Usain Bolt, comment il courait, il gagnait jamais sur les 20-30 premiers mètres. Parfois, il était même en arrière. Parce que c'est un système, il y a le départ en athlétisme du 100 mètres, il n'y a pas plus terrien. Tu es en flexion hyper prononcée et puis tu dois venir pousser, mettre de l'accélération avec des masses musculaires. Je ne dis pas qu'il n'a pas de masse musculaire, il en a. Mais son système d'optimisation de course, il est sur le rebond. Et c'est pour ça que très vite, il essaye de se redresser. Il arrive à atteindre des 50, 60 mètres où il atteint gentiment sa vitesse max. Et au moment où il est dans sa vitesse max, il rentre dans son système de restitution d'énergie sur le rebond. Et là, c'est pour ça qu'au 200 mètres, c'est encore plus impressionnant. Dès qu'il passe la ligne du 100 mètres, c'est là qu'il commence à accélérer. Et puis son 200, il est juste incroyable à voir. Donc, je ne dis pas que tout le monde ne peut pas faire tous les sports. Si, bien sûr, on peut faire tous les sports. Mais il faut d'abord comprendre comment on fonctionne, ce que nous oblige à faire le sport, parce qu'il y a des sports avec des codes de pointage, puis tu n'as pas le choix que d'être souple, ou tu n'as pas le choix que d'être tonique. Ça, c'est encore différent. Et puis, une fois que tu as compris ce que le sport et les contraintes du sport t'obligent à faire, ben, tu dis, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à mon système et est-ce que c'est éloigné ou pas? Et après, quelles sont les solutions que j'ai pour pouvoir y arriver? Est-ce que c'est des profils que tu retrouves dans tous les sports? Par exemple, tu parles du sprint et des nécessités de différentes distances. Est-ce que ça veut dire que pour une certaine discipline, tu vas seulement retrouver certains profils et dans d'autres disciplines, tu vas seulement retrouver d'autres profils? Ou est-ce que malgré le fait que certains athlètes aient des profils qui sont peut-être divergents ou différents à ce niveau-là des préférences motrices, est-ce que c'est quand même possible d'exceller dans un sport qui requiert l'un ou l'autre ou très souvent une combinaison des deux? Alors, j'allais dire, il y a beaucoup de sports, finalement, c'est une combinaison des deux. Donc, si tu te retrouves au milieu de ce curseur, il faut savoir que des aériens qui sont très marqués, puis des terriens qui sont très marqués, je te le fais à l'envers, ils sont très peu au final. Ils sont très peu. Et il y a même un peu plus d'aériens. On est quand même dans un monde verticalisé. On est les seuls à être sur 2 pieds debout. Donc, on est des êtres très verticalisés. Donc, c'est clair qu'aller vers de la flexion, c'est quelque chose d'un peu moins répandu. Maintenant, propose à Usain Bolt d'aller faire le marathon des sables. Tu te dis, OK, bien sûr, il ne s'est pas entraîné pour. Donc, il y a cette connotation de je ne peux pas être un sprinter et puis je ne peux pas être un marathonien en même temps. Ça, on a bien compris dans les fibres musculaires et puis dans le type d'entraînement. Maintenant aussi, est-ce qu'un système qui rebondit peut aller rebondir dans quelque chose qui est plutôt mou, du sable? Alors, bien sûr, le marathon des sables, ce n'est pas que du sable, mais dans ces périodes où tu pars sur du sable et que tu n'arrives pas à rebondir, est-ce que c'est optimal? Non, c'est clair que tu ne peux pas rebondir dans quelque chose de mou. Donc la question, c'est de se dire, OK, est-ce que si Usain Bolt il veut aller faire le marathon des sables, combien de temps on va se donner? Et au bout de ça, quelle énergie je vais avoir dépensée pour obtenir un résultat qui potentiellement restera encore éloigné des contraintes environnantes que le sport m'oblige? C'est plus comme ça qu'il faut le penser. Quelqu'un qui sprint, quelqu'un qui est en rebond, il a intérêt à être plutôt léger. Au rugby, est-ce que tu vas le mettre en position de numéro 1 ou tu vas le mettre en position 15? C'est inscrit dans son ADN en fait. Si quelqu'un est léger, il va avoir tendance à aller avec de la vitesse et du rebond et quelque chose d'extrêmement explosif et plutôt sur un profil puissance-vitesse. Donc un numéro 15, si tu le mets au numéro 1 puis qu'il n'a pas de musculaire et qu'il n'est pas capable de pousser longtemps sur des mêlées, on va juste le couper en deux le mec. Donc, c'est aussi, souvent les gens, pour répondre à ta question, souvent les gens, au final, ils choisissent le sport parce qu'ils ont cette fibre à l'intérieur d'eux qui leur dit, oui, ça c'est plutôt mon bon sport, je me sens bien dedans. Quand tu as des masses musculaires et puis tu dois rebondir le plus haut possible, tu te dis que plus de charge pour aller plus haut, c'est plus compliqué. Tu vois, c'est un ratio. Donc, souvent les gens, ils choisissent leur bon sport.
Là où ils se blessent, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est quand ils rentrent dans leur excès de motricité. Donc, quand tu as des C'est-à-dire? aériens, par exemple, quand tu as les aériens à droite, par exemple, qui aiment le rebond et puis qui ne sollicitent que la chaîne postérieure en rebond, tu imagines que cet élastique, il se rigidifie de plus en plus et puis il finit par péter parce qu'il y a trop de tension dedans. Et donc, ces gens-là, la contrainte de la blessure nous dit que, OK, tu es un aérien à droite, il n'y a pas de souci, mais tu es en blessure, tu es en excès de rigidité, il faut te ramener vers le côté terrien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire un peu de flexion. On va t'enlever cette tension dans les chaînes postes pour la ramener un peu plus dans les chaînes antérieures et pour trouver ce bon compromis. À l'inverse, il y a des terriens qui ont besoin de mobilité et puis ils sont à l'excès de mobilité. Et donc, c'est comme s'ils avaient plus de structure musculaire pour maintenir le tout un minimum dans l'axe. Oui, on comprend ta motricité, mais tu es à l'excès. Et souvent, pour nous, on les voit 95% du temps au labo, les blessures, c'est un excès de quelque chose. Et après, tu arrives sur les réflexes archaïques aussi, sur les extensions. Et puis ça, c'est super intéressant parce que tu peux jongler avec la laxité, tu comprends un peu mieux la laxité, tu comprends Avant de, le comportement des gens. excuse-moi de te couper, avant de partir Ah, là-dedans, dis-moi, dis-moi. je veux explorer aussi, mais quand tu as parlé de respiration, est-ce que la forme de la cage thoracique, l'angle infrasternal, si c'est le bon mot en français, infrasternal angle, est-ce que ce genre de choses rentre aussi en ligne de compte quand tu vas déterminer le profil de la personne ou de ton athlète dans ce cadre-là? Non, nous, on fonctionne surtout en tonus, en fait. C'est-à-dire que pour nous, à partir du moment où tu prends une position et puis que tu actives une chaîne musculaire, on s'attend à ce qu'il y ait une réponse tonique. Donc, on s'attend à ce que tu puisses verrouiller ton tronc. Et il y a des gens, c'est extrêmement marqué. Tu les mets en position de flexion ou tu les bouges, ça ne bouge absolument pas. Il n'y a pas de compensation. Ils ne dépensent aucune énergie pour vaincre la contrainte. Puis à l'inverse, tu les mets vers l'avant, vraiment en position aérien, déséquilibre, très en extension. Et à deux doigts, tu les bouges parce que le système nerveux ne reconnaît pas cette position et n'arrive pas à mettre de contrainte. Et la respiration, c'est pareil. On demande aux gens d'inspirer et puis d'avoir une certaine position d'alignement pour aller chercher le plus d'extension possible dans l'inspi. Et puis on regarde si, avec cette activation des chaînes inspiratoires hautes, il arrive à bloquer le système ou pas. Puis on fait la même chose en expiration. Et là, de nouveau, c'est très marqué. Il y en a une, elle ne bouge pas, et puis l'autre, elle bouge. C'est juste impossible de tenir. Mais de nouveau, si tu prends juste cet aspect-là seul, il ne veut rien dire. C'est comprendre l'être humain dans son ensemble et de dire, OK, si j'ai une chaîne d'inspi, si j'ai une motricité à gauche, si j'ai une dissociation, OK, je commence à comprendre comment mon corps se situe dans l'espace. Et puis après, arrive à être plutôt bon. Et ça nous donne les latéralités aussi, notamment les gens qui sont très marqués latérales, avec des ouvertures de pieds systématiques. On rentre vraiment dans ce sujet-là, c'est ultra intéressant, mais ça doit rester global, les informations que tu récupères. Si tu en prends une, tu sais, souvent, il y en a qui font la formation niveau 1, et puis qui disent « Ah, j'ai testé lui, il est aérien. » Puis tu lui dis « Mais tu as fait quoi comme test ?»« Ouais, j'ai fait ça et ça. » Mais c'est pas suffisant. Il faut plonger dans le système, il faut essayer de comprendre dans son ensemble ce que ça veut dire aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la charge d'entraînement, c'est pas prendre la donnée et puis c'est bon, je la prends à brut pour point et puis je la transfère. Non, c'est la traduire en fait et essayer de comprendre. Quand on fait les anamnèses avant les tests, enfin un test plus une anamnèse au labo, c'est 3 heures de temps. Donc c'est énorme. Parce qu'il y a toutes les discussions qu'on a d'abord avant, ce que les gens préfèrent, ce que les gens détestent. Est-ce que tu aimes bien être dans la même pièce que quelqu'un? Non, j'aime bien être plutôt sur les côtés. Il faut que personne soit sur ma gauche et sur ma droite. Je déteste avoir des gens en face de moi. Je déteste le bruit. Et toutes ces choses-là nous donnent des indications sur les motricités. Et donc, de nouveau, on essaye de faire un mix et après, on propose un diagnostic en disant, OK, pour moi, pour nous, tu es comme ça. Donc, tu es dans telle situation, en blessure ou pas de blessure, peu importe. Le sport, OK, c'est là que tu veux aller. Voilà ce qu'on te propose et voilà le temps qu'il va falloir accepter de mettre. Ou au contraire, tu fais un sport de rebond puis tu es un aérien à droite. Franchement, on va y aller très vite. Et puis, quand tu leur demandes ce qu'ils ont fait, j'ai une fille comme ça sur les hauts de Montreux et je la teste et je la vois terrienne. Ça va pas du tout avec la morphologie. Tu vois, c'est une grande mince, elle a des jambes assez longues par rapport au tronc. Donc je dis, c'est quand même bizarre parce que je dois me planter. Mais tous les tests m'envoient vers ce système-là.
Et c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un réflexe archaïque, le RPP, un retrait de paralysie par la peur. Et c'est un réflexe d'hyper-fermeture, donc d'hyperflexion. Donc en fait, son système a trouvé un moyen de s'équilibrer qui est à l'opposé d'elle-même à la base, mais qui est le système terrien. Et donc, je fais les tests, je lui dis, c'est pas normal et tout, il y a quelque chose qui bug. Je parle avec sa maman, et puis sa maman, elle me dit, non, c'est pas possible, elle est pas comme tu me décris. Je dis, ok, donc je vais la revoir et je lui dis, mais comment ça se passe à l'école et tout? Parce que je me dis que si elle est en RTP, elle est stressée à l'école. Il me dit, ouais, ça va. Souvent, j'ai des coups de fatigue. Mais ok. Et je dis, qu'est-ce que tu fais ça? Elle dit, je vais aux toilettes et je fais des rebonds tout le temps, tout le temps, tout le temps pour me redonner plein d'énergie. Je dis, putain, mais il fallait me le dire dès le début, en fait. Les gens ont leur motricité en eux. Et quand tu les interroges, ils te donnent les réponses. Quelqu'un qui te dit, je suis tout le temps comme ça, là, sur mes masses musculaires, je suis ancré dans le sol. Et tu peux pas avoir du rebond avec ça. Tu peux pas. Et quelqu'un qui te dit, quand j'ai besoin d'énergie, je saute et je viens me redynamiser la chaîne postérieure pour me remettre droit, bah, elle te dit en fait qu'elle a besoin de rebond, elle a besoin d'aérien. Et après, tu corrèles avec les différents tests. Et donc, une fois que tu as pu faire ce diagnostic, tu as pu faire ces tests, tu as pu établir un profil pour quelqu'un, comment est-ce que tu vas différencier les approches d'entraînement par rapport, prenons les deux archétypes extrêmes, on va dire. Comment est-ce que quelles sont les différences dont tu abordes, avec lesquelles tu vas aborder l'entraînement, la planification, le type d'exercice choisi pour un profil ou alors pour un autre? Bah, tu vas me dire, ça va dépendre du sport, mais on a des grandes consignes en fait. Donc, par exemple, le terrien, on sait qu'il a besoin de mobilité, on sait qu'il a besoin d'ancrage dans le sol, on sait qu'il a besoin de poussée, de masse musculaire, d'isométrie, donc des TST qui sont plutôt longs, avec des phases isométriques et concentriques qui sont plutôt importantes. Et donc, par exemple, moi, je me suis créé une grosse routine terrienne au début, qui est l'équivalent d'un échauffement, dans lequel je mets aussi un peu de neuro, évidemment, avec les autres aspects viennent parfaitement s'ancrer dedans, c'est pas du tout un problème. Mais il y a cette connotation, ok, première chose, moi le terrien en échauffement, dès que je le prends, je le mets en fermeture du fœtus. Je le mets en déséquilibre sur le coccyx, je lui demande d'activer toutes ces chaînes de fermeture. C'est exactement l'aérien qui vient sauter, en fait, qui vient activer ces chaînes, ben lui, il vient activer ces chaînes. Et puis, directement, il y a une connotation, ok, je me sens bien, j'arrive dans ma bulle de terrien, je suis prêt à faire l'entraînement. Et après, on lui met beaucoup de mobilité autour des hanches, autour des chevilles. La cage thoracique, enfin la dissociation, bah ça va dépendre de sa motricité associée ou dissociée. Et puis après, on va avoir toujours en tête son objectif sportif, donc le sport dans lequel il est, plus la période dans laquelle tu es. Et tu vas lui mettre, si tu es sur de la force, bah, tu vas chercher beaucoup d'isométrie, beaucoup de poussées concentriques. Tu peux faire de la force excentrique aussi, mais en prévention, on va plutôt chercher la raideur tissulaire. Mais en même temps, on sait que là où il est bien, c'est avec des TST vraiment sur l'iso et sur le concentrique qui sont plutôt forts. Et on va lui demander de chaque fois aussi venir dans son centre. Parce que le terrien, il a une force au niveau du bassin. Donc, allez, tu prends du nombril jusqu'en haut des cuisses, et c'est là que tout son centre, il vient se renfermer sur lui-même, et il est très fort à cet endroit-là. Et donc, tu prends n'importe quel mouvement musculaire, tu prends une fente, un squat, même un saut qui serait à l'opposé du terrien, et ben là où le contre-mouvement de jump plutôt haut va être prévu pour l'aérien, ben on va demander plutôt un squat jump chez le terrien avec une bonne phase isométrique avant. Donc tout ce qu'on connaît sur la force, sur les temps sous tension, sur les programmes musculaires, en soi ne change pas grand-chose à ces systèmes-là. C'est juste qu'on comprend le système et puis après on lit les deux, on lit la connaissance théorique avec la connaissance du gars. Et donc, j'ai des routines terriennes au début, en échauffement. J'ai des routines aériennes qui sont beaucoup plus en sollicitation de la chaîne postérieure sur le rebond, étirer les chaînes postérieures aussi pour éviter que ça claque. Le mettre dans des systèmes de déséquilibre avant et plutôt déséquilibre arrière pour les terriens. Et c'est là que tu retrouves tous les exercices de gymnastique. C'est quand tu fais des roulades avant, quand tu fais des roulades arrière. C'est très terrien tout ça, c'est renfermé sur toi-même, c'est tourner autour de ton axe, c'est être ancré dans le sol.
Et puis à l'inverse, on va travailler, si tu as l'occasion de travailler sur des trampolines, sur des tumblings en gymnastique, avec beaucoup de rebonds, des temps sous tension qui sont très explosifs et de la sollicitation en ouverture tout le temps, bah là tu seras plutôt sur les chaînes aériennes. Donc, faut pas oublier tout ce qu'on connaît, mais après, il faut prendre un peu de recul et se dire, en tout cas, c'est notre vision, c'est OK. On a cherché dans le détail à savoir la pliométrie, c'était jusqu'au sarcomère, comment ça se passe. C'est très bien. Il faut connaître ces choses-là. Tu dois rentrer dans les détails, mais peut-être qu'on a un peu oublié pendant des années d'aller remettre ça dans un contexte un peu plus global. Et moi, c'est maintenant que je m'en rends compte. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte du tout. Mais je voulais tout savoir. Le moindre détail, je voulais le connaître. Est-ce que c'était pour faire genre je connais? Est-ce que c'était pour me rendre plus intelligent? Sans doute. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, je me dis, finalement, c'est peut-être pas mon métier de tout savoir à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai besoin, c'est sur le terrain de transmettre l'information et puis de faire évoluer l'athlète. Peut-être que le scientifique, lui, doit rentrer dans le détail et puis doit me donner l'information de manière plus globale. Et puis moi, après, je fais mes propres recherches de mon côté, mais je rends les choses un peu plus simples parce que je comprends le système et je ne comprends pas de manière analytique. Donc c'est vraiment ça, c'est une vision systémique par rapport à une connaissance analytique depuis des années. Et c'est pas facile parfois de mettre ça l'un dans l'autre. C'est pour pas faire de raccourcis. C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il y a du coup des athlètes avec un certain profil avec qui tu ne vas pas utiliser certaines modalités de travail ou certains types d'exercices du fait de leur profil, que ce soit aérien ou terrien? Non, non, parce que de nouveau, ça va dépendre de la situation dans laquelle il est en fait. Donc je peux pas te dire qu'avec un aérien, je ferai jamais de terrien. C'est jamais vrai. Si on fait du 100% d'aérien, on fait que du rebond, on se doute que ces élastiques, ça va péter. Ça va péter au niveau des tendons, au niveau du talon d'Achille, ça va avoir des problèmes au niveau des genoux, le mollet, il va prendre, les fascites plantaires, il va y en avoir tout le temps. Donc c'est clair qu'il faut faire, généralement on travaille en 70-30. Donc généralement avec un aérien, on fait 70% d'aérien, puis 30% de terrien. Mais qu'est-ce que ça veut dire le terrien? Ça dépend où tu es sur le curseur. Si tu es tout à fait à droite, je ne vais pas aller faire de l'hyperflexion tout à fait à gauche. Je vais aller, nous c'est ce qu'on appelle le rendre un peu plus terrien que lui-même. Et ça, les gens qui font la formation, ils font souvent le raccourci en disant « Ah, je fais du terrien, donc je vais passer là ». Et non, le marathonien, tu ne peux pas le rendre sprinter en passant là. C'est en amenant petit à petit. Ça, c'est du bon sens, en fait. Et donc, c'est OK, le gars est très en extension, je peux faire de l'aérien, je peux faire du terrien, ce n'est pas un problème, mais je dois prendre d'où est son point de départ. Puis son point de départ, c'est très en extension. Donc, je dois le ramener un petit peu moins en extension. Mais tu peux faire de tout avec tout le monde à partir du moment où tu comprends où il est situé. Et faire des gros bonds, c'est dangereux. Et puis, ça va vraiment dépendre du sport et des contraintes. C'est difficile de dire avec de l'aérien, je fais de l'aérien. Ça veut rien dire, en fait, ça. Ça veut rien dire parce que ça veut dire que tu prends que son profil et puis tu t'arrêtes là. Mais non, c'est multifactoriel. C'est prends le sport, prends les contraintes, prends sa vie de tous les jours, prends ce qu'il fait en dehors. Et puis de là, tu crées l'entraînement. C'est pour ça que tu commences à vraiment comprendre le système. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. J'ai jamais compris autant de personnes comme ça. Après, je suis peut-être dans le faux, j'en sais rien, mais ça marche bien. Ça marche bien. Et puis quand tu touches à la sensation des personnes et à l'émotion, elle se sent bien directement. Quand tu as quelqu'un qui fait de l'aérien et puis que tu le mets dans un système d'extension, il se sent bien directement. J'en avais une là dans une salle. Elle commençait son échauffement. Elle faisait du Stairmaster, là, vitesse 14, et elle rebondissait dessus. Et tu dis, mais c'est pas du tout un échauffement, ça. C'est en train de t'exploser. Alors, effectivement, elle était très aérienne. Donc, elle se sentait bien dès qu'elle faisait ça. Par contre, elle se blessait tout le temps au talon et au mollet parce qu'elle respectait tout simplement pas un premier principe de progressivité de l'échauffement. Et ça, c'est des principes que tu peux pas passer à côté. Ça reste les mêmes. Donc, c'est vraiment jongler entre les anciennes connaissances qui se sont mises à jour et puis des nouvelles connaissances, et puis tu essayes de mixer un petit peu les deux. C'est extrêmement intéressant et pour moi, c'est une des seules vraies nouveautés dans le coaching. Que tu sois avec des athlètes ou même monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça ne fait que 25 ans qui cherchent vraiment à comprendre ça. Donc, il y a encore beaucoup de temps. Mais pour moi, c'est vraiment une révolution dans ce système-là. Si tu t'enfermes pas dedans, c'est comme tout.
Faut pas penser que comme ça. Est-ce que, pour peut-être jouer un petit peu l'avocat du diable, est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels tu as vu ce système ne pas être aussi applicable que tu l'as peut-être relayé dans tes propos juste maintenant? Bah, complètement, c'est comme tout. Il y a des fois, ça marche pas et puis tu comprends pas pourquoi. Et donc, tu te dis, bah, j'ai fait une erreur. Parce que très souvent, nous, on fonctionne en chance, on va dire, dans le sens où, OK, tu prends ton profil, il est 100% aérien, enfin, toutes tes données t'emmènent là-dessus. Donc, tu t'attends statistiquement à avoir, par exemple, si tu as un aérien avec de la chaîne d'expiration, tu t'attends à avoir une dissociation. Pas de chance, il y a de l'association. Elle n'arrive pas à dissocier. Tu dis, putain, j'ai dû me planter quelque part, c'est pas possible. Et donc, tu refais tout, et parfois, eh ben, tu es bloqué. Tu dis non, écoutez, je sais pas. Alors, toi, évidemment, en tant que coach, tu ne dis pas je sais pas, c'est tu prends une décision et puis tu l'assumes. Et tu commences à travailler là-dessus. Et puis si ça fonctionne pas, ben on revient en arrière, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Et puis si ça fonctionne bien, ben, c'est que tu as attendu bon et t'as pas tout expliqué. Et tout n'est pas explicable. Et je crois personne qui dit qu'il peut tout expliquer sur n'importe quoi, de toute façon. Mais du coup, ça t'ouvre à c'est qu'il y a quelque chose de plus fort qu'elle, de plus fort que ces tests qui vient foutre le bordel à l'intérieur. Et parfois, tu n'as pas la réponse et tu dis bah je le mets de côté jusqu'à ce que j'ai la réponse un jour. Et puis parfois, c'est pour ça qu'on s'est penché énormément depuis 6-7 ans sur les réflexes archaïques, c'est parce qu'on se rendait compte que ça foutait un sacré bordel. Est-ce que, Et bah, que tant qu'on… pardon, tu fais une transition parfaite, Ouais. c'est le prochain sujet que je voulais aborder avec toi. Les réflexes archaïques, c'est quoi et comment est-ce que ça s'intègre dans ce système-là? Donc le réflexe archaïque, c'est simple, c'est le bébé a besoin d'une boîte à outils quand il sort du ventre de la maman pour pouvoir lutter face au monde. C'est aussi simple que ça. Donc ce sont des réflexes, ça va être des réflexes inspiratoires, ça va être des réflexes d'alerte, notamment le réflexe de Moro par exemple, quand vous prenez le bébé puis que vous le lâchez, ben, il va s'ouvrir en un coup, il va faire de l'hyperextension, puis il va pleurer pour alerter. Il y a les ATNR, donc le réflexe asymétrique tonique du cou, ça c'est pour la latéralité gauche-droite, c'est le bébé qui tourne sa tête d'un côté, et puis il y a de l'extension qui se fait du même côté de la rotation de la tête, puis de la flexion de l'autre. Et c'est ce qui va lui permettre petit à petit d'attraper des choses, et puis après de passer les lignes médianes et de pouvoir se retourner sur le ventre. Donc c'est vraiment une boîte à outils pour passer de la position fétale dans le ventre jusqu'à la marche bipède. En gros, c'est ça. Et au fur et à mesure qu'il va se développer dans son développement tout à fait normal, eh bien, il va inhiber ses réflexes. Il n'en aura plus besoin et puis ses réflexes vont laisser place à des réflexes, on va dire, matures et c'est des réflexes de vie. Donc, par exemple, le réflexe de Moro, donc l'enfant qu'on lâche et puis qui est très surpris, qui va ouvrir les yeux, ouvrir les mains, qui va pousser un cri. D'abord, il va rien dire, puis il va se mettre à pleurer. Bah ça libère, enfin, quand il est inhibé, ça laisse place au réflexe de Strauss qui est, quand un adulte tombe, il est capable de se rattraper très vite à quelque chose parce que il y pense pas à se rattraper, c'est un réflexe. Et donc, on inhibe les réflexes archaïques pour laisser place à des réflexes matures par la suite. Sauf que ça, c'est dans la théorie, puis c'est très joli, puis on se rend compte que de plus en plus, tout le monde n'inhibe pas tous les réflexes. Tous les gens sur cette terre, pour nous, ont des réflexes. Alors parfois des réflexes, donc je parle de réflexes archaïques, donc qui ne sont pas inhibés et qui viennent titiller le système nerveux plus fort que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et donc qui nous donnent des incapacités à faire certaines choses. L'exemple le plus marquant, donc nous on travaille beaucoup avec Paul Landon, et Paul Landon il s'occupe énormément des réflexes archaïques, mais plutôt liés au scolaire. Et lui, chaque fois qu'il voit un enfant avec dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, d'où viendrait cette dyslexie, cette dyscalculie? C'est bien un côté, alors surtout dyslexie et puis dysorthographie. Lorsqu'on lit, lorsqu'on écrit, on passe bien de gauche à droite. En tout cas, l'œil doit passer de gauche à droite, traverser la ligne médiane pour pouvoir effectuer des tâches. Puis s'il y a quelque chose, si le système nerveux bloque à cette tâche-là, l'enfant ne peut pas se concentrer là-dessus. Le système nerveux est plus fort que lui. Et donc, ça donne des gens qui ont du mal à écrire et mal à lire. Donc ça, c'est dans le côté plutôt scolaire. Maintenant, on imagine dans le côté moteur, si je ne suis pas capable de passer cette ligne médiane, ben, tout ce qui va se faire à droite va rester à droite et ne va pas me poser de soucis. Tout ce qui se passe à gauche va rester à gauche et ne me pose pas de soucis.
Mais dès que je dois aller faire ça, ça va devenir très compliqué parce que ma main droite va passer à gauche et ma main gauche va passer à droite. Et donc pour ça, il y a des tests qui sont mis en place et on reprend en fait plus ou moins les mêmes tests que le bébé. Et en fait, on voit que les réflexes sont encore bien présents. Et donc on a axé des réflexes qu'on va appeler plutôt d'extension et puis des réflexes de flexion. Et donc, par exemple, si j'en ai encore eu un dernièrement, un réflexe de galant. Donc, le réflexe de galant, c'est ce bassin qui a tendance à bouger de gauche à droite lorsque le côté de la colonne il est stimulé. Donc, chez l'enfant, on regarde et puis ça doit bouger comme si le bassin s'écartait de la stimulation, il ne voulait pas être touché. Quand il est présent encore, on le voit beaucoup, c'est très marquant par exemple chez les gens qui font du vélo, on voit le bassin qui bascule complètement. Et donc forcément, ça vient donner des douleurs sur les ischio-proximales, ça vient commencer à frotter, ça peut avoir des problèmes au niveau lombaire évidemment, on peut avoir des problèmes sur les TFL, notamment à cause de ça. Et quand on teste, il est complètement présent. Mais si ce bassin bouge tout le temps, ça veut dire que je ne peux plus être aligné. Donc ça veut dire que le côté aérien, il se perd avec le réflexe de galant. Donc quelqu'un qui serait aérien, qui voudrait rebondir sur des surfaces qui sont alignées, puisque c'est quand même ça le rebond, c'est de l'alignement, sinon je ne peux pas rebondir, et qu'il y a quelque chose qui me sort de l'axe, en fait, j'ai moins de rebond. Et donc, on a comme ça des réflexes qui nous donnent certaines blessures terriennes et certaines blessures aériennes. Ça nous permet de comprendre encore plus ce système. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à voir dans les réflexes. C'est vraiment une connaissance émergente qui demandera encore un peu de temps, mais c'est juste incroyable ce qui se fait. Et on se rend compte que, par contre, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais pour autant. On travaille beaucoup avec des champions du monde et puis ils ont participé aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques. C'est tous des sportifs de haut niveau au labo. Et pourtant, il y en a plein qui ont des réflexes. Donc, c'est pas parce qu'il y a un réflexe qu'il faut d'office l'enlever. Un réflexe, ça peut être quelque chose de positif. Un aérien avec un réflexe d'extension, c'est plutôt bon parce que je dois fournir moins d'efforts, moins d'énergie pour y arriver. Et jusqu'au jour où ça pète, parce que ça va trop en extension. Donc, c'est vraiment de nouveau cette connaissance systémique entre la préférence motrice et cognitive de base, les réflexes s'il y en a, et puis comment les deux jonglent, et puis est-ce que c'est un besoin, et dans ce cas-là, on le laisse, et puis c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, on l'enlève à ce moment-là. Ouais, c'est ça les réflexes. C'est vraiment super intéressant, surtout quand tu ramènes ces deux côtés-là et tu vois la façon dont ils s'entremêlent et ils travaillent ensemble. C'est vraiment très intéressant. Jonathan, pour clore la discussion, quel sujet de recherche dans ce domaine-là est-ce que tu te réjouis de voir se développer dans les années à venir? Je vais te dire, j'aime ce côté, le côté neuro qui est en train d'exploser aujourd'hui à différentes directions. J'en discutais encore la dernière fois avec un autre prépa. Il y a un moment, je pense que ça va se rejoindre. Eux, ils sont à fond sur le cerveau. Nous, on essaie de comprendre plutôt le mouvement et puis lié au système nerveux. Mais il y a bien un système nerveux entre les deux avec un cerveau. Il y a un moment, ça va se rejoindre. Et je ne laisse pas beaucoup de temps, à mon avis, d'ici 4-5 ans, la neuro qui parle déjà de réflexes archaïques aujourd'hui et qui les utilise. Il y a un moment, on va connecter en fait ce travail neuro avec le travail des préférences motrices. Et là, je pense qu'il va y avoir un boom dans la compréhension du système global. Et là, ça va vraiment être puissant. Mais par contre, ça va dérouter certaines personnes parce que ça vient sur un système qui peut faire peur en fait. Mais comme toute révolution, ça passe toujours par les 3 étapes. Là, c'est pareil. La préférence motrice, c'était ridicule il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça fait un peu peur, mais parce que ça met des claques à certaines personnes qui restent dans l'analytique et qui se refusent d'aller dans du systémique. Et libre à eux, c'est pas un problème, mais de là à rejeter cette partie-là, c'est encore autre chose. Et puis après, ça deviendra évident. Et la neuro, c'est un peu pareil. Moi, il y a 3 ans, j'étais là, c'est bon, encore un autre système, et bon. Donc c'était ridicule. Puis aujourd'hui, je me rends compte, ça fait peur parce que ça peut, et là je prêche pour ma paroisse, mais ça peut venir à l'encontre au début des préférences motrices, de dire non, on ne parle pas de la même chose. Et dans 5 ans, on dira, c'est évident, bien sûr qu'on parle de la même chose. C'est juste que pour l'instant, chacun va de son côté, cherche à fond de son côté, et puis après, on rassemblera les données. Franchement, dans 5 ans, je serais curieux de voir ce que ça donne à ce niveau-là.
Ouais, en tout cas, on se réjouit de voir l'évolution de tout ça. En tout cas, merci d'être venu sur le podcast pour parler de Merci ces à toi. différents sujets, parler de ton parcours. C'était vraiment, en tout cas, passionnant de Eh ben, avec t'écouter, plaisir. élaborer sur ces différents sujets. Pour les gens qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur toi ou des différents services que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, ils peuvent aller voir sur le site Volodalen déjà pour l'ensemble des formations et puis ce que c'est Volodalen. Et puis Mhm. moi, mon Instagram, bon, j'utilise pas à des fins marketing, mais ils peuvent quand même aller voir. C'est John Coach App. Et puis ouais, pour les préférences motrices, les réflexes archaïques, il faut aller voir soit du côté de l'IMP pour les réflexes archaïques, mais un petit peu plus du côté scolaire du coup. Et pour le côté Volodalen un peu plus sportif. Ouais. Et les kinés, les podos, tout ça, on en forme plus ou moins 1500 par année. Donc, on commence à avoir du bagage là-dessus. Super. Ben, pour tous Donc, ceux voilà. qui écoutent et qui ont apprécié la conversation, les liens sont dans la description du podcast. Jonathan, merci encore d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Parfait. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut.